Je poursuis. Merci, monsieur. Voilà. Alors Bertrand a parlé des problèmes effectivement civils, il vous a cité 1382, etc. Des problèmes pénaux. Et puis il y a bien sûr la versant, on va dire, de la responsabilité administrative. Et c'est Olivier Jardet qui va nous parler maintenant des dommages corporels en responsabilité chirurgicale. Quels attributs et quelle méthodologie d'évaluation. Donc, c'est un autre registre. Alors, Olivier Jardet est professeur de médecine légale et de droit de la santé, et il est aussi, comme moi, chirurgien orthopédiste adulte. C'est-à-dire qu'on s'est tapé les deux agrégations. Alors, un scoop, messieurs les modérateurs, nous sommes que les deux seuls à avoir en France cette double spécialité. Voilà. Donc. Et il est bien sûr expert près la Cour de cassation, lui aussi, en orthopédie traumatologie. Pardon, monsieur? Merci. Ah, il est ancien député, oui, ancien conseiller général, enfin il y a plein de choses. Oui. Je ne suis pas encore ancien, je suis encore en activité. Ah, mais non, je dis ancien député, tu es toujours député? Non, plus député. Je suis encore élu, ça me fait 31 ans. Ah, d'accord. À toi, mon cher Olivier, merci. Oui, merci, messieurs les présidents. Je veux dire merci les présidents, puisqu'on a élu le prochain de la semaine prochaine. Et mesdames et messieurs les académiciens, merci d'avoir pensé à moi. Et je suis très honoré de passer après Bertrand Lude, un vieil ami de route. Et donc, parler de l'évaluation du dommage corporel en chirurgie. Alors, vous m'excuserez, mais ça sera surtout en chirurgie orthopédique. Ça se fait selon une méthodologie qui est totalement identique à celle utilisée pour les victimes générales, c'est-à-dire d'accidents de la route, voire des agressions. Il y a quand même une subtilité, ça réside dans l'appréciation du déterminisme du dommage. Et le magistrat, ce qu'il veut savoir, et ce qu'il pose d'habitude dans ses missions, c'est est-ce qu'on est en présence d'une faute, est-ce qu'on est en présence d'un aléa thérapeutique, voire d'une infection nosocomiale, et de façon plus rare, mais ça existe, de défaut de produits de santé. Alors, la faute, et Bertrand Lude l'a bien dit, la faute pénale personnelle est heureusement très très rare. En revanche, les fautes techniques, d'erreurs de patients surviennent et plus fréquemment, malheureusement, aussi de côté. Il y a parfois des confusions entre côté droit et côté gauche. Et il faut parfois même se méfier parce que je me souviens d'avoir eu un patient qui avait une lésion identique de façon bilatérale et qui, le jour de l'intervention, a voulu absolument se repérer du côté opposé à celui initialement prévu en disant qu'il avait plus mal. Et ça, c'est un piège, parce que si j'avais accepté, il aurait pu très bien dire après que je m'étais trompé de côté. La prise en charge peut être aussi non conforme aux règles de l'art et on peut avoir des erreurs de diagnostic qui ne sont pas toujours fautives, ça il faut bien insister, sauf si les moyens sont mis en œuvre, sont insuffisants. On peut avoir, et Bertrand Lude l'a rappelé, des lésions d'organes, et tout ceci est néanmoins à différencier du simple échec thérapeutique. Il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est faute avec le non-respect de la loi, et on penserait par exemple au délai de l'IVG ou le non-respect du droit du patient, comme le défaut d'information. Alors, si vous me permettez, je vais vous donner des petits exemples que j'ai d'ailleurs vécus, puisque ce sont des expertises que j'ai faites récemment et qui sont, et je pense qu'Henri Coudin m'excusera, qui sont des malades orthopédiques. J'ai eu un premier dossier d'un homme de 47 ans qui a eu une plaie de la cheville, qui a été examiné aux urgences, et le praticien n'a pas exploré. Donc, je vous rappelais là mon premier... Non, normalement, vous devez voir la communication aussi. Oui, je la vois. Ah, d'accord. Je vous écoute. Mon premier patient, donc c'est un patient de 47 ans qui a une plaie de la cheville, qui consulte aux urgences et le praticien n'explore pas. Et ça, c'est très important, ne va pas explorer la plaie. Il va faire qu'une suture simple, pensant qu'il n'y a pas de grosses lésions artérielles ni vasculaires, sauf qu'un mois et demi après, il boite et il n'arrive plus du tout à relever la cheville, ce qu'on va comprendre facilement, et donc il est réalisé une IRM qui montre qu'il y a une section complète, quand même d'un très gros tendon, le tendon du tibia antérieur, c'est le tendon qui est devant la cheville, qui permet de relever le pied, et non seulement ce tendon est coupé, mais il y a une distance entre les deux extrémités
de 4 cm. Diapositive suivante. Et donc, il va consulter. Diapositive suivante, non? Comment je fais là? Je la passe, non? Vous la voyez? Vignette clinique. Voilà. C'est la suivante, les aléas thérapeutiques. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, moi j'ai vignette clinique, la deuxième. La deuxième, voilà, comme ça. Vous Consultation. voyez, chirurgie orthopédique, voilà, tout à fait. Donc, il consulte en chirurgie orthopédique et pour cette section du jambier antérieur. Et donc, il fait une intervention, mais bien sûr, le résultat ne va pas être celui qui aurait été normalement obtenu si on avait eu une suture immédiate, dans la mesure où il va y avoir des adhérences qui vont limiter la mobilité de la cheville et une hypoesthésie cicatricielle. Et donc, dans ce cas-là, il faut savoir qu'une exploration de toute plaie est obligatoire et donc on est dans une erreur de diagnostic fautif. Puisque cette exploration aurait pu permettre d'établir le diagnostic et d'éviter de telles complications. Donc là, on est dans le cadre d'un diagnostic fautif. Diapositive suivante. Vous pouvez la passer ou pas? Oui, elle y est. Ah non, moi je ne l'ai pas. Bon, je la passe. Donc, l'aléa thérapeutique. Donc, on a vu le premier volet, la faute. L'aléa thérapeutique. Alors, l'aléa thérapeutique, c'est uniquement quand il y a la responsabilité du chirurgien qui a été écartée, quand la responsabilité de l'établissement est également supprimée et du producteur du produit de santé. Et donc, il faut qu'il y ait absolument ce lien de causalité directe, certain avec l'acte de soin, de diagnostic et de prévention, avec une anormalité du dommage défini au travers des gravités des conséquences, ce qui donne un effet indésirable. Et donc là, dans ce cas-là, dans le cas de ces aléas thérapeutiques, on a une indemnisation qui est donnée par l'ONIA. Alors, diapositive suivante, le premier exemple, toujours de l'orthopédie, mais c'est un homme de 42 ans qui a une rupture de la coiffe des rotateurs. Et donc, on va faire un geste que mon collègue Henri Coudin connaît bien, puisqu'il était quand même le grand spécialiste de la chirurgie de l'épaule, à la fois une acromioplastie, une suture de la coiffe des rotateurs. La coiffe des rotateurs, c'est ce qui permet de bouger toute l'épaule de façon active, et la suppression des adhérences. Et la suppression des adhérences, pour ceux qui n'ont pas l'habitude des arthroscopies, se fait avec ce qu'on appelle un shaver, c'est-à-dire quelque chose qui tourne et qui peut permettre de retirer toutes ces adhérences. Sauf que notre patient de 42 ans, au bout de 4 mois, a une amyotrophie, une fonte musculaire importante, une limitation de la mobilité de la mobilité de l'épaule, et l'électromyogramme va montrer qu'il y a une lésion de la branche terminale du nerf suprascapulaire. Alors, on vient dans l'anatomie, cette branche du nerf suprascapulaire est un peu à distance, diapositive suivante, un peu à distance de tout ce qui a été fait. Là, on est dans une prise en charge qui est conforme, le diagnostic a été bon, le geste chirurgical a été approprié, et on se dit, est-ce que ça peut être le bloc anesthésique qui a pu donner cette lésion du nerf? Mais sauf qu'on est vraiment totalement à distance de ce nerf, et on ne voit pas très bien comment on peut le léser. Et c'est la même chose pour le shaver, parce que, si vous voulez, là, on va être entre le deltoïde et la coiffe des rotateurs, et on est vraiment très à distance du nerf. Et donc, en plus de ça, dans la littérature, il n'y a pas du tout de ce type de complication qui est détruite. Et donc, on va pouvoir, devant ce caractère exceptionnel, retenir un aléa thérapeutique. Et donc, ça, c'était ma deuxième vignette clinique. On en arrive aux troisième question que se pose parfois le magistrat, qui se pose même souvent le magistrat, est-ce que nous sommes en présence d'une infection nosocomiale? Alors, l'infection nosocomiale, c'est l'infection qui survient au cours ou au décours dans l'année de prise en charge d'un patient dans un établissement de santé, bien sûr en l'absence d'une cause étrangère.
Et donc, on arrive à une responsabilité sans faute qui nécessite, et c'est pour ça que c'est important de dire si c'est une infection ou une infection nosocomiale, à la charge de l'assurance de l'établissement ou de l'ONIAM en cas de gravité de l'infection. Alors, je vais vous rapporter un dossier qui est un peu complexe, qui m'a posé des problèmes d'ailleurs, parce que vous allez voir qu'il va y avoir l'interférence de plusieurs choses. C'est une infection nosocomiale, vous allez le voir, mais il y a aussi autre chose qui va survenir et qui va entraîner mon cher Bertrand vers le décès du patient. Oui, vous avez passé la diapositive suivante, oui, c'est bon? Oui. Oui, bon, je continue. Excusez-moi parce que moi je ne vois pas ce que vous passez. Et donc on est en présence d'un patient de 70 ans qui a un décèlement de prothèse de genou. Bon, ça c'est quelque chose qu'on connaît. Il est fait un changement de prothèse et il s'est fait tout à fait conforme avec l'information, le geste technique, l'antibioprophylaxie. Donc de ce côté-là, pas de problème. Sauf les diapositives suivantes, qu'on va avoir un petit problème de kinésithérapeute un peu trop musclé, qui, chez ce monsieur de 70 ans, va forcer, et lors d'une flexion forcée du genou, le patient va avoir une violente douleur antérieure. Dans les suites immédiates, va se développer un hématome. Cet hématome va sointer et va s'infecter. Et le chirurgien va le reprendre, et nous sommes en présence d'une avulsion complète du tendon rotulien gauche. On le voit de temps en temps, hein. Mais c'est vrai que c'est souvent des kinésithérapeutes qui forcent un petit peu sur cette rééducation qu'ils veulent, lorsqu'ils veulent obtenir une mobilité immédiate et complète. Il y a un traitement antibiotique qui est adapté. Diapositive suivante, c'est bon? C'est bon. C'est bon, il est transféré dans un centre de rééducation fonctionnelle. Et là, il y a des choses qui sont importantes. C'est la date. Il est transféré un vendredi en début d'après-midi. Et il ne va pas voir de médecin. Il va être pris en charge pendant tout le week-end par des infirmières. Il n'y aura jamais de visite médicale. C'est un malade qui est diabétique déséquilibré et on va avoir apparaître à la fois une hypotension, une hyperthermie et des vomissements. Et donc vous voyez que notre patient n'est pas très bien, au point que le lundi matin, quand il va avoir la visite médicale, la première visite médicale, il va y avoir un transfert en réanimation. Et le patient va décéder le jour même d'un choc septique. Et donc, vous voyez, là, dans ce cas-là, l'expertise devient un petit peu compliquée, parce qu'on a deux choses. On va avoir à la fois cette infection nosocomiale, cette infection que l'on peut qualifier de nosocomiale, diapositive suivante, et ce problème de prise en charge dans le centre de rééducation. Alors, la prise en charge de l'infection a été conforme. La prise en charge au niveau diapositive suivante, dans le centre de rééducation, n'a pas été, on peut dire, tout à fait optimale, d'où l'apparition de ce décès. Et donc on a une infection nosocomale qui est associée à des soins qui sont, où il y a un manquement de prise en charge, et ce manquement n'est pas entièrement responsable du décès du patient, mais bien avec une perte de chance de deux, si vous voulez, on est arrivé à ce décès, et donc il faut quantifier à la fois cette infection nosocomiale et ce défaut de prise en charge. Ça, c'était ma troisième présentation. Donc on a bien vu, on a vu la faute, on a vu l'aléa thérapeutique, on a vu l'infection nosocomiale, et puis on voit aussi, de temps en temps, diapositive suivante, le problème des ruptures de matériel en orthopédie. Ça, vraiment, j'en vois pas régulièrement, mais tous les ans, on a quelques cas de rupture de matériel. C'est une responsabilité sans faute pour le chirurgien. S'il y a une indication de pose de matériel qui est conforme, c'est régi par une directive européenne qui a été transposée il y a quelques années, et c'est de la responsabilité du producteur, de l'importateur de ce matériel. Alors, ce sont des expertises qui sont compliquées. Elles sont compliquées parce que souvent, l'expert, quand il fait c'est fait à distance, le rapport d'analyse en matériaux-vigilance n'est pas toujours disponible, le produit défectué est rarement donné lors de l'examen à l'expert,
Et il y a des difficultés accentuées par le fait que les essais cliniques ont parfois lieu plusieurs années après l'exploitation du produit de santé et qu'on se retrouve donc là, c'est un dossier que j'ai fait récemment, le patient va très bien, quoi, si vous voulez, on lui a changé sa prothèse de hanche et donc ça se passe pas trop mal. Mais j'ai pas vu le matériel, je n'ai pas eu de rapport de matériovigilance et je n'ai vu en réalité que des radios. Alors, ça pose aussi la question du champ de compétences de l'expert, parce que jusqu'à présent, on est experts médicaux, on n'est pas ingénieur ni expert en résistance de matériaux. Ça, c'est le premier problème. L'expert pourra la plupart du temps, au mieux déduire le caractère défectueux par la survenue de la rupture ou du dysfonctionnement dans le cadre d'une indication, et on peut céder des avis de rappel de produits ultérieurs ou d'alerte de matériovigilance lorsqu'elles existent. Et là, vous allez voir que dans le cas que je vais vous présenter, j'ai eu une alerte, mais qui est survenue 3 ans après la rupture du matériel. En plus de ça, de façon tout à fait épisodique ou aléatoire, la société qui fournissait le matériel a disparu. Donc c'était encore un autre problème. Donc là, c'est un patient de 58 ans, on lui met une prothèse de hanche, comme je dirais 200 000 Français chaque année. Il n'est pas obèse, il n'a pas un travail de force, et puis l'année après, en traversant une cour sur son lieu de travail, ça c'est intéressant, il fait une chute, et on fait une radio, et en réalité, il y a une rupture du col modulaire. Alors pour les non-orthopédistes, si vous voulez, il y a des prothèses qui sont monoblocs, c'est-à-dire qu'il y a tête, col et queue de prothèse, et puis il y en a qui sont modulaires. Le plus souvent, la tête est modulaire par rapport à un col et une queue de prothèse qui sont d'un seul bloc. Diapositive suivante. C'est toujours bon, monsieur Boré? Vignette clinique, suite marquée par les Curaji. Attendez, c'est où ça? Non. Là, je suis à la rupture basale par écrasement, c'est ça? Vous y êtes? Non. C'est bon. C'est bon. Alors, donc, en réalité, lors de la réintervention, il y a une rupture basale du col modulaire. Ces ruptures sont décrites, hein, ça c'est sûr, sauf que dans le cas présent, l'avertissement émanant du fabricant a été mis 3 ans après l'effet générateur, avertissant sur ce type de risque. Néanmoins, quand j'ai fait l'expertise, je n'avais pas du tout de rapport ni de matériovigilance ni la prothèse, mais j'avais que des radios, mais j'avais quand même cet avertissement qui a été fait 3 ans après la pose de la prothèse. Donc, ce sont des arguments qui conduisent à retenir la défectuosité du matériel implanté, qui est d'origine métallurgique. Diapositive suivante. Et donc, l'évaluation, on a vu donc les 4 cas, donc l'évaluation du préjudice et l'appréciation de la responsabilité dans tous les cas, selon l'existence d'un dommage, il faut un fait générateur et surtout, un lien de causalité entre ce dommage et le fait générateur. Et il faut donc éclairer le magistrat sur ces 3 points tout à fait importants, et surtout sur le lien de causalité entre les deux. La nature du fait générateur doit être expliquée et le lien de causalité suffisamment expliqué par l'expert au magistrat avec un lien direct, certain, qu'il faut rachiffrer. Alors l'appréciation du préjudice sur le plan patrimonial et extra-patrimonial se fait selon la nomenclature d'Antillac, comme j'ai dit en introduction, c'est exactement comme les accidents de la route ou les agressions. Et il faut également, et ça c'est très important, tenir compte dans l'évaluation du préjudice de l'état antérieur du patient en ventilant les postes en fonction de ce qui relève des antécédents, de l'évolution prévisible, là on parlait de ma prothèse de hanche, et ce qui est effectivement imputable au fait générateur, et donc il faut bien expliciter ces ventilations entre l'état antérieur avec les antécédents et l'évolution prévisible et le dommage. Je vous remercie.
Merci, mon cher Olivier. Excuse-nous pour ces petits problèmes techniques, mais c'était finalement parfait. Et merci à Pascal d'avoir redressé dans la salle la barre. Merci, Olivier, parce que vraiment, là, tu as fait le tour du problème. Alors, on a parlé beaucoup d'orthopédie et ça peut faire peur un peu aux non-médecins qui sont dans la salle, puisqu'on a une haute magistrate. Et puis, si je crois, madame, vous êtes la directrice d'affaires juridiques de la PHP, c'est ça ? D'accord, enfin bon. Donc l'orthopédie, je vais vous faire encore plus peur, mais Olivier sera d'accord avec moi, encore l'un des problèmes qui existent chez nous, malgré la checklist, qui a plus de 10 ans d'existence, c'est l'erreur de côté. Alors vous allez me dire, il faut être couillon pour se tromper entre la droite et la gauche. Eh bien, c'est malheureusement, il y a toujours en France actuellement une 50aine d'affaires d'erreurs de côté. Alors, oui. Je vois que vous hochez la tête. Attends, oui. C'est probablement pas spécifique non plus aux chirurgiens orthopédistes, mais enfin, il faut le savoir. Voilà, non, c'est pas. Il doit y avoir des erreurs, les chirurgiens digestifs, entre la gauche et la droite. Oui, il n'y a qu'une rate à la fois. Ouais, mais enfin, il y a deux reins, il y a deux hernies, enfin, les hernies, oui, enfin bon. Les hernies, voilà. Donc, vous voyez, bon, malgré une checklist qui vérifie le côté, ça c'est les seins aussi, oui, ça c'est... Bon. Voilà. Et bon, Olivier a parlé, alors pour les prothèses, je confirme ce que tu as dit, mon cher Olivier. Et il y a une dizaine d'années, on a eu une série de fractures de colle modulaire de prothèses, enfin je ne vais pas entrer dans les détails, mais qui étaient liées au marquage laser du code Morse qui entraînait une zone de faiblesse, etc. Il y a des codes Morse, alors vous voyez ce que c'est qu'un code Morse, c'est quelque chose qui est un petit peu, c'est la forme d'un cône, mais dit Morse, qu'on encliquette sur la partie prothétique, mais il y a des angles qui sont spécifiques, et évidemment, si on met le mauvais code Morse sur la mauvaise prothèse, enfin, tout peut arriver. Alors malgré, bien sûr, là aussi, toutes les vérifications qui peuvent être réalisées. Merci aussi, Olivier, d'avoir bien structuré, défini et expliqué ce qu'on appelle un aléa thérapeutique. Et les exemples que tu as montrés étaient, pour moi, tout à fait clairs. Y a-t-il des questions? Alors, on a un modérateur, mon cher Jean-François. Henri, je voudrais simplement ajouter, le problème du côté est vraiment un vrai problème. Oui. Parce que souvent, quand on a une coxarthrose, elle est souvent bilatérale, on voit le patient, alors je ne sais pas quel est ton délai d'attente d'intervention, mais moi c'est à peu près dans les 6 mois, et parfois on voit les patients, on dit on va faire le côté gauche parce qu'il est plus douloureux, tout ça, et puis on les voit 6 mois après, et le jour de l'intervention, ou la veille de l'intervention, ils te disent ah bah oui, mais attendez, pour finir, j'ai plus mal de l'autre côté. Et là, moi, ça me pose toujours un problème et je refuse de changer de côté. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème parce que moi, je me suis déjà vraiment, ça a été assez violent avec quelqu'un qui me dit mais attendez, moi j'ai mal de l'autre côté, plus mal maintenant, et je veux absolument que ça soit de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Parce qu'on peut aussi avoir le problème de dire ah bah oui, mais vous m'avez opéré du mauvais côté. Voilà. Tu as raison, il ne faut surtout pas se laisser emporter par la conviction du patient. Là, il faut appliquer, d'ailleurs, ça a été publié dans, OTSR, qui est notre revue scientifique en chirurgie orthopédique et traumatologique, c'est le no-go. Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. De toute manière, une prothèse, c'est jamais urgent. Il faut le revoir en consultation, etc. Quant au délai, c'est effectivement, c'est toujours la même chose. Bon, j'avais des délais de 4 à 6 mois pour des implants prothétiques. Par ailleurs, l'exemple que tu as donné sur le nerf suprascapulaire est tout à fait illustratif. Alors, pour ceux qui ne sont pas de ma spécialité, le nerf suprascapulaire, c'est un nerf qui est issu des 5e et 6e branches du plexus cervical, qui va passer dans l'échancrure spinoglénoïdienne et qui va se diviser en deux et qui va innerver ce qu'on appelle le supraépineux et l'infraépineux. Alors, c'est un patient qui était opéré d'une rupture de la coiffe des rotateurs, c'est-à-dire qu'on va lui réparer le trou qu'il devait avoir dans le supraspinatus, mais il n'a plus de nerf pour le faire fonctionner. Donc, vous voyez, c'est quand même un tout petit peu embêtant. Mais rassurez-vous, même quand on n'a pas de supraépineux, on peut quand même lever le bras parce qu'il nous reste le deltoïde. Mais enfin, c'est quand même un petit peu embêtant. Voilà. C'est une digression anatomique qui permet de mieux comprendre. Mon cher Jean-François. Voilà. Alors, Olivier Jardet, grand merci pour la présentation qui correspondait au sujet qu'on avait demandé. Et là, c'est pour compléter dans le cadre des prothèses et des expertises après
les intolérances, notamment métal-métal, qui sont en général des hommes jeunes. On a 2 observations à vous donner. La première, c'est que au Dartmouth College, qui est donc au nord de Boston, à Hanover, il y a un laboratoire qui collecte toutes les pièces de prothèses de genoux ou de hanches qui ont été enlevées sur l'ensemble de Nord-Amérique et Canada. Et donc là, ils font une étude scientifique sur les débris des contacts entre la prothèse métal-métal. Et la deuxième observation, c'est dans le cadre des expertises, il y a des arbitrages internationaux qui ont été effectués notamment par les constructeurs américains et canadiens, et dans lequel la responsabilité de la prothèse a été admise par les juristes, et l'expertise n'a lieu que pour l'évaluation du dommage du fait du changement de prothèse. Donc, tout à l'heure, on parlait du fait qu'on n'avait pas eu, vous n'aviez pas eu pendant les expertises toute la procédure de pharmacovigilance, mais ça, c'est négocié entre les laboratoires et les avocats et les compagnies d'assurance. Et il y a des expertises qui naissent uniquement, ce qui n'est pas très compliqué, parce qu'il faut prendre des souffrances endurées par la nouvelle anesthésie, un nouvel arrêt de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Toute la partie technique n'est pas. Voilà, c'était ces 2 observations que je voulais pour compléter le dossier de ces prothèses métal-métal que vous connaissez bien. Merci Jean-François. Alors, le problème des prothèses, là aussi, il faudrait, mais l'Académie nationale de chirurgie est dans son rôle effectivement éducationnel. Il est indispensable que les chirurgiens orthopédistes comprennent l'impérieuse nécessité pour eux de remplir les registres des prothèses. Je vois que Jacques Belghiti hoche la tête. Moi, j'en suis un ardent défenseur. Il faut savoir qu'actuellement en France, il n'y a environ que 10 à 15% des implants prothétiques, je parle de la hanche de genou et de l'épaule, qui sont dans 0 registre, alors que c'est 100% dans tous les pays scandinaves, 100% en Suisse, 100% en Angleterre, etc. Et ça permet d'avoir des... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier, mais... Complètement. Et si tu me permettras, alors je ne sais pas, on va couper la caméra, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que M. Bourret pourrait me la rétablir? Parce que... Ah, voilà, merci beaucoup, voilà, très bien. Henri, je me permettrai d'ajouter, parce que ça m'a été interrogé à la fois par le président de la SOFCOT, M. Tracol, mais également Didier Ménard, les registres sont en dehors de la loi Jardé. Oui. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous faites un registre et que vous interrogez a posteriori les patients que vous devez repasser par un CPP. Donc je peux me permettre de donner cette information. On m'a demandé de l'écrire dans le futur bulletin des orthopédistes français. Tu fais bien de le préciser. Je rappelle que la loi Jardé, c'est la loi du monsieur que vous venez d'entendre, hein, du temps où il était député. Voilà. Merci encore, Olivier. Tu vois, Jacques Belghiti, que même à travers ces problèmes de responsabilité, on garde le chemin vis-à-vis de ces registres dont tu es un ardent défenseur.